Bonjour à tous. Voilà, donc nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire RSE. Nous allons attendre les derniers arrivants et nous vous conseillons de couper vos micros si vous n'intervenez pas et vos caméras si vous pouvez les laisser tout à fait. Voilà, donc nous avons une 1h30 de discussion autour de la RSE, donc qui a pour titre « Sublimer durablement vos démarches environnementales et sociétales et comment la bioéconomie impacte vos démarches ». Avant tout, le programme, donc nous aurons 4 interventions. Donc une première intervention par Rémi Salette de Minao Partners sur l'introduction des différentes démarches ESG, RSE. Nous aurons également une intervention par Yves Gérand, directeur de mission et responsable de l'activité chimie verte, et Mathilde Lippi, chargée de mission développement commercial, DVA, sur comment évaluer la performance environnementale de vos produits, services, technologies ou filières sur l'ensemble de cycle de vie et pas que environnemental. Et nous aurons 2 témoignages d'entreprises, donc respectivement Bicorp, qui sera présenté par Jean-Gabriel Levon, directeur d'Insect, et un témoignage d'entreprise à mission par Rachel Colby, qui ne pourra pas être présente en direct avec nous par un souci de transport, mais dont on aura le témoignage également. Voilà pour le programme. Juste avant de commencer, 2 mots. Un changement que vous avez dû percevoir. Donc, IAR devient B4C. Nous changeons de nom, mais nous avons également une nouvelle offre de service, mais toujours une même équipe, une même expertise pour vous accompagner dans les projets. Et puis, quelques mots sur le pôle. Pour ceux qui le connaissent moins, nous sommes donc plus de 30 experts pour accompagner les différents projets de R&D et d'innovation autour de la bioéconomie. Et nous accompagnons plus de 470 adhérents avec différents services que vous pouvez solliciter, que vous voyez ci-dessous. Voilà, donc un service également international qui vous offre des opportunités de rencontres et de présentation des expertises, donc le Plant-Based Summit BioQuet ou encore le Plan de Biocontrol qui a lieu prochainement en juin à Reims. Et puis, nous avons également 2 autres services, l'intelligence économique pour vous accompagner, vous orienter dans le conseil stratégique et les études de marché. Et également une équipe projet avec plus de 7 personnes qui vous accompagnent sur les différentes filières de valorisation, donc biomolécules, bioressources, feed food, bioénergie et matériaux biosourcés. Voilà, nous allons avancer. Annabelle, n'hésite pas à m'indiquer si le programme ne se met pas à jour. Et donc, je laisse la parole à Rémi Salette qui peut directement diffuser son support pour pouvoir démarrer la présentation pour 20-25 minutes de présentation. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'intro. Je vais vous proposer un support pour cette intervention. Donc, l'idée, c'était de vous présenter l'ESG. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est important? Comment on peut le définir? Et puis, le parti pris, c'était d'élargir un petit peu pour que ça soit peut-être plus concret qu'un simple concept. Donc, je suis Rémi Salette. Je travaille chez Mineo. On est tous des dirigeants au service de dirigeants. On s'est baptisé Impact Enabler. On cherche toujours la traduction en français, mais ça va venir. On trouvait que Enabler, ça fonctionnait pas mal pour exprimer ce que l'on fait. On rend les choses possibles pour un dirigeant, ses équipes. On essaye de faire en sorte que même si parfois on est amené à intervenir pour un petit peu d'inspiration ou de décryptage, on a vocation à essayer de mettre en place le changement. Et on commence par l'équipe dirigeante, puis on travaille avec les équipes, puis on travaille avec les parties prenantes pour soit mettre en place, soit pour progresser, soit pour renforcer cette transformation responsable au sein des organisations, parce que nous pensons que en complément des initiatives réglementaires ou associatives, on pense que c'est les entreprises qui vont rendre les choses possibles. Donc, on a un petit peu d'ambition, mais on essaye de diffuser et d'embarquer le plus de dirigeants sur ces sujets de responsabilité,
d'impact, même si bien souvent, ça veut dire réinventer de nouveaux business models. Alors, en 15 minutes à peu près, puis ensuite on accueillera bien volontiers vos questions sur ce sujet de l'ESG. On souhaitait en fait dire un petit peu d'où ça vient. Donc on commencera par quelques mots sur la RSE. Et puis pourquoi ça a évolué vers l'ESG, et puis avec un petit peu de perspective, voir qu'est-ce qui va se passer après. De la même façon qu'on va essayer de voir ce qui s'est passé avant, on essaiera de voir aussi ce qui va se passer après. Et demain, c'est maintenant. Alors, la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, apparaît fortement en 2000 avec d'abord cette notion de responsabilité. Donc, c'est un message qui s'adresse aux acteurs économiques principalement pour leur dire, mais vous avez une responsabilité, et c'est principalement une prise de conscience que nos activités économiques ont un impact et qu'on est maintenant, je parle en 2000, alerté sur la fin d'un monde infini. Hein. Donc, c'est également en 2000 le moment où on commence à vouloir faire des modes de calcul, des diagnostics sur justement l'impact de nos activités sur notre environnement. On encourage les dirigeants, par exemple, à essayer de faire un calcul simple de finalement quelle est la différence entre ce que je prends à la Terre et ce que je rends à la Terre. Donc, finalement, il y a un nouvel état d'esprit qui commence à diffuser. On voit aussi de plus en plus de commissaires européens qui siègent en commission de travail sur ces sujets, qui vont produire tous les trucs qui terminent par des D, hein, ces directives qui sont là pour encourager le monde des affaires à progresser sur ces sujets. Et c'est ce qu'on voit maintenant de plus en plus clairement et avec des seuils de plus en plus bas. Hein, donc, ça veut dire que ça va concerner de plus en plus d'entreprises sur ce qu'on appelle la performance extra-financière, la DPEF, qui aujourd'hui, on commence à parler plus même de CSRD que DPEF. Mais l'idée, c'est de dire que finalement, si l'entreprise a une responsabilité, que sa responsabilité va au-delà de rendre des comptes aux actionnaires, que sa responsabilité est donc extra-financière, que son activité concerne d'autres parties prenantes. Et donc, il est tout à fait naturel de penser que dans le mesure de calcul de sa performance, on puisse, à côté de ce calcul de mesure de la performance financière, avoir d'autres modes de calcul qui puissent exprimer cet impact et aider l'entreprise à guider ses progrès pour continuer, donc soit à mettre en place, renforcer ou accélérer ce chemin vers plus de responsabilité et d'impact. En 2016, c'est cette notion de ESG qui apparaît et qui va finalement adresser les limites de la RSE, où on voit que dans sa mise en application dans l'entreprise, on a des approches qui sont assez défensives, où on a bien souvent, on essaye de réduire les risques, hein, ce qu'on appelle le less bad. On prend conscience qu'il y a des impacts, on essaye de diminuer des impacts, mais on prend conscience que ça ne suffira probablement pas à faire une vraie différence suffisamment forte ou suffisamment tôt. Et donc, ça nous indique à vraiment réinventer la façon dont on développe des offres de services à l'intention de nos clients. Hein, donc, c'est aussi du champ à l'assiette. Et c'est vrai que bien souvent, on oublie un petit peu le client, c'est-à-dire l'usager, le consommateur final, finalement. Et c'est à l'initiative du ministère de l'économie et des finances qu'en 2016 apparaît le label ISR pour encourager le capital à irriguer un certain nombre d'initiatives qui
peuvent permettre ou faciliter ou encourager des entreprises à faire la différence. Et l'ESG permet d'aider les entreprises à mieux définir finalement les premiers travaux d'analyse extra-financière en termes de gouvernance, donc comment les décisions sont prises au sein de l'organisation, en termes environnemental, pour essayer déjà de comprendre ce que ça veut dire. Hein, c'est d'aller au-delà simplement de la consommation d'énergie ou les déchets ou la pollution. Et un troisième domaine qui est un domaine social. Donc voilà vraiment l'ESG. Ça aide les entreprises à clarifier, à jalonner des axes de progrès pour essayer de faire des efforts, de progresser sur ces trois axes principaux, hein, environnemental, social, les gens, hein, donc la planète, les gens et le mode de gouvernance des entreprises. Là où on pensait que c'était intéressant, c'est peut-être de pousser un petit peu plus loin pour se dire, mais finalement, dans le monde qui s'annonce, et je pense que depuis 2 ans, il y a un phénomène d'accélération sur la prise de conscience et également le niveau d'exigence des collaborateurs slash consommateurs slash citoyens, parce qu'après tout, vos collaborateurs sont des consommateurs après 17 heures et des citoyens le week-end. Et on voit que ça impacte la prise de décision au sein des entreprises. Hein, donc, on parle de Next Economy, on parle des entreprises qui ont commencé à le faire, comme Interface, par exemple, aux États-Unis, comme des pionniers. Et également, on parle de changemakers avec des entreprises qui se créent, on parle impact native, alors c'est pour ça que j'attends avec impatience la prise de parole de Jean-Gabriel, par exemple, pour illustrer finalement que il y a de nouvelles façons de faire et eux le montrent en le faisant. On pense que c'est un petit peu l'idée du triple bottom line, hein, cette triple comptabilité, people, profit, planet. On pense que dans cette nouvelle économie, pour construire des business solides, pérennes, qui seront encore là dans 100 ans, hein, comme disait il y a 50 ans Yvon Chouinard de Patagonia, il faut probablement que l'entreprise puisse avoir un modèle équilibré, c'est-à-dire que l'entreprise progresse dans 6 domaines qui vont lui permettre de renforcer à la fois son impact et sa vivacité économique. Et si une entreprise sous-estimait un petit peu un domaine, du coup, il y aurait un certain risque. Et l'idée, c'est que le capital, les investisseurs, les collaborateurs, les partenaires puissent challenger le fait que dans une entreprise, il y ait un de ces 6 domaines qui soit peut-être un peu hypertrophié ou un ou plusieurs de ces domaines qui soient un petit peu atrophiés. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on passe un petit peu en revue ces 6 grands domaines qui permettent à l'entreprise d'avoir un modèle équilibré, stable et pérenne, qui est la définition qu'on propose de sustainability. Hein, sustainable, ça veut dire qu'on est capable de soutenir le développement de cette entreprise, mais un développement sain et équilibré, sustainable, on pourrait, parce que parfois on trouve que durable est limitatif, c'est de développer finalement cette capacité à avoir une gouvernance responsable et une croissance durable, hein, qui tienne compte de ces externalités. Hein, et on pense que si on est très purpose, si on est très clean, on a un risque d'avoir un impact limité par un développement limité. Et si au contraire, si on est un petit peu à l'ancienne, avec une approche un peu friedmanienne, axée sur le profit, il y a un certain nombre d'acteurs
autour de nous qui n'accepteront plus de travailler avec nous et à nouveau, le modèle de développement de l'entreprise est challengé. Donc, c'est vraiment une idée de pouvoir allier, de pouvoir conjuguer ces différents domaines pour être à la fois cash et clean, si vous voulez. Et donc, on commence traditionnellement par la gouvernance parce qu'on pense qu'il faut que le leader puisse prendre ses décisions de manière sincère et authentique pour ensuite embarquer autour de lui ses parties prenantes. Donc, c'est sur cet axe gouvernance, pouvoir avoir une prise de décision plus long terme, avoir une prise de décision plus ouverte, plus partagée, où on puisse avoir un mode de fonctionnement beaucoup plus consultatif avec tous ceux qui sont concernés par l'activité de l'entreprise. Le deuxième axe est l'axe social, qu'on retrouve dans ESG finalement, en essayant de pouvoir définir un projet qui embarque les équipes. Donc, ça demande de travailler sur sa raison d'être, pourquoi on existe, on a vocation à quoi, qu'est-ce qui manquerait au monde si l'on n'existait pas, ce qui permet de définir des valeurs fortes dont les collaborateurs ont besoin pour pouvoir la traduire en comportement et le vivre au quotidien, ce qui permet finalement de définir une mission à venir, quelle est la vocation que nous choisissons d'avoir pour les années qui viennent, qui nous permet de définir des objectifs qu'on pourra ensuite mesurer et de définir une stratégie. Voilà. Et finalement, c'est ça, cette feuille de route qui nous permet de définir en fonction de qui on est, en fonction de notre vocation et de notre ambition, de tracer un chemin qui va embarquer pour tout le monde pour y arriver. Et puis, il y a un deuxième axe de travail sur cet axe social, humain, avec les collaborateurs et pour les collaborateurs, c'est de veiller à leur bien-être professionnel et financier et également à leur bien-être personnel, physique, mental et social, qui sont souvent des axes de progrès peut-être moins intuitifs dans un certain nombre d'entreprises. Troisième domaine, c'est cet axe économique. Et c'est vrai qu'on voit chez un certain nombre de nos clients que plus il y a des progrès réalisés nets sur cet axe social, plus il y a de progrès réalisés sur cet axe environnemental, et plus on a tendance un petit peu à oublier le client. Donc, c'est encourager des entreprises à intégrer dans l'équation l'utilisateur final. Si vous êtes Sodexo et que vous êtes en B2B et que vous avez des entreprises clientes qui sont très, très contentes de vos services, en fait, vous êtes dépendant des collaborateurs qui viennent à la cantine ou pas. Donc, ça devient important d'intégrer dans cet axe client l'utilisateur final, du champ à l'assiette, pour essayer de renforcer sa proposition de valeur, essayer d'en faire un petit peu plus avec peut-être un peu d'ambition pour changer la vie des gens. Est-ce qu'on amène un réel changement dans le quotidien des gens de façon à ce qu'on ait des clients qui soient là pour les bonnes raisons, qui sont là par nos valeurs, notre projet et les services qu'on leur propose, beaucoup plus qu'un petit peu par hasard, qui présentait un risque économique important pour l'entreprise. Donc, c'est un sujet important parce que c'est un sujet de modèle d'affaires. Comment on fait pour engager de plus en plus de clients? Comment on fait pour avoir de plus en plus de clients qui parlent de nous à leurs collègues, à leur entourage, à leurs copines, qui sont probablement des indicateurs qu'on va aller chercher pour essayer de comprendre cette dynamique de service aux clients. Ensuite, nous avons cet axe sociétal. On va essayer de
de voir comment on peut s'ancrer en local, on peut voir comment on peut engager un certain nombre d'initiatives, parfois sur des sujets civiques ou démocratiques, peut-être au-delà simplement que de la sécurité et du bien-être des citoyens, essayer de voir comment on peut dynamiser le lien social en local, comment on peut engager des mouvements de solidarité, veiller à l'intérêt collectif et, avec un petit peu d'ambition, essayer de voir si notre collectivité de communes peut être un terreau favorable pour imaginer de nouveaux modes de société qui est finalement la façon dont on vit ensemble demain. Et puis, grâce en partie à ce travail qui a été produit avec les citoyens en local, on travaille bien souvent en remettant à plat sa chaîne de valeur, en essayant d'inviter le plus de partenaires possible, même parfois ceux qu'avant on pouvait considérer comme des concurrents, essayer de travailler avec la filière, essayer de voir comment on peut travailler avec une supply chain peut-être plus courte, peut-être plus circulaire, pour essayer de mettre en place une nouvelle dynamique. Et puis, enfin, ce sixième domaine qui permet de construire des entreprises équilibrées, ce domaine environnemental, où on commence par essayer de comprendre comment on peut remplacer les énergies et les matières qui viennent nourrir notre système, comment on peut améliorer, parfois régénérer l'eau, le sol, l'air, la biosphère, et toujours en essayant de prendre conscience de nos déchets, nos pollutions, nos émissions, et de faire des calculs d'impact sur la nutrition de 8 milliards de personnes sur Terre et l'impact climat. Donc voilà un petit peu ce que on voulait vous présenter ce matin. L'ESG est un formidable booster pour les entreprises à progresser dans leur approche plus responsable, de les aider à progresser sur la comptabilisation de leur impact extra-financier, et enfin, de voir que pour avoir un développement sain, solide, pérenne, qui pourra permettre de concilier finalement le sens, l'impact positif et la performance économique, il faudra probablement petit à petit travailler à un certain équilibre de nos progrès sur ces 6 grands domaines. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que ça a généré Merci beaucoup. des questions chez vous? Alors, je ne vois pas de questions dans la conversation. N'hésitez pas à prendre directement la parole ou à poser vos questions en ligne dans l'onglet discussion. Souvent, on a la question, on était hier soir en train d'animer une session auprès de dirigeants à Nantes, et souvent il y a cette question, les 3 premières questions, c'était la même question, c'était par où je commence? Et c'est une super question, et puis c'est déjà une super question parce qu'on l'entend souvent. Donc, de notre expérience, là, c'est peut-être pas applicable à tout le monde, mais c'est intéressant de voir que celle qui amène le déclic auprès d'investisseurs ou auprès des dirigeants eux-mêmes ou des codires, c'est finalement d'essayer de rentrer soit par le dirigeant, comment je me situe moi par rapport à ces sujets, c'est quoi le leader authentique? Est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que personnellement, et là, on a vu qu'il y a eu un effet d'accélération il y a 2 ans, c'est-à-dire qu'on rencontre de plus en plus de dirigeants qui ont pris conscience qu'ils ne pourront pas continuer pendant encore très, très longtemps à faire un petit peu comme si de rien n'était, comme avant.
on pense qu'il y en a de plus en plus qui ont pris conscience de ça et ayant envie de le faire. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'ils ont besoin de témoignages. C'est pour ça que votre panel ce matin est super intéressant. Ils ont besoin de méthodes, d'outils et d'accompagnement pour le faire. Et très concrètement, c'est peut-être d'essayer de réfléchir à sa raison d'être. Pourquoi on est là? Pourquoi on existe? Qu'est-ce que serait le monde si l'on n'existait pas? On a vocation à quoi? À quoi on veut contribuer à ce monde? Et c'est hyper structurant, que ce soit pour des travaux ensuite sur la culture de l'entreprise ou que ce soit pour des travaux ensuite sur définir une stratégie. Comment on fait pour aller là où on veut aller? Comment on va faire pour le faire? Hein? Donc on parle du why, du grand pourquoi, du 5 fois pourquoi on est là. Et c'est aussi souvent une bonne idée de commencer par ça parce que c'est extrêmement mobilisateur auprès des équipes. D'accord. Merci. Alors, j'ai également une question et puis une question de Jean-Gabriel. Une première question pour répondre sur ce que vous avez évoqué. Vous avez évoqué un élément déclencheur qui a été la crise sanitaire. Est-ce que vous avez d'autres éléments ou une typologie d'acteurs qui vous abordent pour cet accompagnement? Alors, c'est intéressant de revenir sur la première partie. Pourquoi ça a été déclencheur? En fait, je pense qu'il y a un certain nombre de dirigeants qui se sont vus faire des trucs qu'ils n'avaient plus beaucoup le temps de faire. Hein, marcher sur la plage le matin pendant 1 heure, il se passe des trucs. Je pense aussi le temps de passer tout ce temps en cuisine avec ses enfants, son cercle familial, ses amis, ses voisins. Papa, au fait, c'est quoi ton métier? Mais alors, maman, je ne comprends pas parce qu'en fait, un petit peu la question des enfants qui rentrent en CP et qui savent que la maîtresse va leur poser la question et ta maman, elle fait quoi? Je pense que ça a cristallisé un certain nombre de questions et l'envie de responsabilité et aussi cette envie de projection long terme. Donc, je pense qu'il y a tout type d'entreprise, même si nous, on a plutôt vocation à servir des PME ou des boards ou des investisseurs de PME ou de TI. Donc, et je pense que c'est tout simplement devenu extrêmement visible pour les dirigeants, cette pression, cette exigence du collaborateur / client / citoyen. Quand on va inaugurer une agence, une usine, on le voit, ceux qui nous reçoivent à la communauté de communes, ce n'est pas tout à fait les mêmes profils avec les mêmes questions qu'il y a 5 ans ou même 10 ans. Je pense que pourquoi nos clients sont clients, est-ce que nos clients nous recommandent à leurs collègues, à leurs amis? Est-ce qu'on a un camion de la Poste tous les matins qui vient nous déposer 1000 CV parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de rejoindre notre projet? Enfin, voilà, je pense que c'est peut-être une somme de ça. D'accord, plutôt une bonne nouvelle, du coup, une évolution aux différentes strates, que ce soit les dirigeants, la pression sociétale ou même les collectivités. Alors, super remarque. Je pense que, alors nous, on est peut-être un petit peu optimiste, mais je crois qu'il faut l'être. Peut-être même avec un petit peu d'ambition, je pense qu'on sert un modèle européen, parce que nous, on pense qu'on a tout ce qu'il faut, et peut-être plus que les Chinois et les Américains pour le faire. Et puis, je pense qu'on n'a pas le choix. Je pense qu'il y a tout simplement, si en regardant le point de vue des investisseurs, que ne pas bien servir ses collaborateurs, ne pas bien servir ses citoyens, avoir un impact approximatif sur la planète, ça ne devient plus acceptable. Et parce que, tout simplement, en termes de risque. Donc, je ne parle pas d'Ayatollah Vert qui voulait transformer l'entreprise et mener la révolution dans les années 70. En 2020, ça ne passera pas, ce ne sera pas possible. Donc, on a passé le temps où ce qu'ils faisaient par conviction ou par sens des responsabilités, le font par sens économique.
D'accord, merci beaucoup pour ce retour. Une question de Jean-Gabriel. Quelle a été ta plus grande fierté dans les transitions que tu as accompagnées et pourquoi? Waouh, j'adore. Euh, alors en fait, c'est dans le pro bono, parce on fait du pro bono. C'est en fait quelqu'un qui voulait digitaliser les points de fidélisation client. Okay, parce c'est à Barcelone et tous les petits commerces de quartier, ils ont les petites cartes et puis ils les tamponnent à chaque fois que tu vas chez le masseur, le coiffeur, l'épicier du coin, etc. Et donc ils se sont dit, bon, bah, c'est un peu con, enfin, tout le monde est sur WhatsApp toute la journée. Voilà. Et en fait, le projet, ce qu'ils en ont fait aujourd'hui, c'est le soutien du commerce local, le soutien du centre-ville. Et en fait, ils ont lancé un mouvement. Et c'est incroyable la puissance que ça a pris auprès des gens, le nombre d'interviews, le nombre de gens qui veulent travailler, même gratos avec eux pour faire partie du mouvement. C'est un levier incroyable, incroyable. Et c'était il y a 2 mois. Bon, ben, super retour, bravo, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question en direct que quelqu'un voudrait poser à l'oral sur ce grand sujet et sur la présentation de Minéo? Alors, je vous propose de les garder sinon pour la toute fin, où on fera une dernière session de questions adressées à l'ensemble de nos intervenants. Merci beaucoup Rémi pour votre intervention. Merci à vous. Je vous en prie. Et puis, je vais inviter tout de suite la deuxième présentation avec Mathilde Lippi et Yves Gérand. Je vous invite à diffuser votre présentation directement sur comment évaluer la performance environnementale et sociétale de produits, services, technologies, filières sur l'ensemble du cycle de vie. Merci beaucoup Ingrid. Bonjour à tous. Je suis Yves Gérand, effectivement directeur de mission, responsable de l'activité chimie verte au sein d'EVA. Je suis accompagné aujourd'hui de ma collègue Mathilde Pi qui interviendra au cas où j'oublie quelque chose. Très rapidement, une présentation d'EVA. On est une société coopérative ouvrière de production, on est Scope depuis 2017. 80 collaborateurs, dont une cinquantaine d'associés. On est des spécialistes de l'évaluation et de l'amélioration des performances environnementales et sociales des produits. Et donc, notre activité se structure autour de 3 grands piliers. L'accompagnement, bien sûr, des projets d'éco-conception avec des clients d'éco-conception, jusqu'à l'éco-communication, donc la communication environnementale. Tout ça en s'appuyant sur un socle technique et scientifique robuste de calcul d'empreintes environnementales et sociales, notamment via l'analyse de vie. J'y viendrai. Notre deuxième pilier, c'est de rendre nos clients autonomes. Donc, on organise des ateliers, des formations, on développe des logiciels sur mesure, des calculateurs qui utilisent les résultats de nos évaluations. On les aide à intégrer aussi l'environnement et le social dans leur processus de conception. C'est ce qu'on appelle l'éco-socio-conception, je parlerai juste après. Et puis, on a un pilier de recherche et développement, c'est-à-dire que pour préparer demain, on accompagne les clients dans leur projet. Alors, on peut être impliqué en tant que vecteur de crédit impôt recherche, rechercher des financements aussi. Il faut savoir que tout ce dont vous parlez là, c'est bien souvent des projets qui sont financés par des organismes comme l'ADEME, par exemple, qui financent soit des évaluations, soit des missions, des projets entiers. Et puis, bien sûr, on est acteur des développements méthodologiques de notre métier pour être à la pointe et pour être moteur des avancées méthodologiques. 3 implantations géographiques pour EVA. Nantes, l'implantation historique avec les activités autour du bâtiment et de l'éco-innovation. EVA est impliqué dans tous les secteurs d'activité de l'industrie, pour information. 3, on a notre pôle justement informatique et développement qui héberge une grosse dizaine d'informaticiens qui sont en mesure justement de développer nos outils, les outils qu'on propose à nos clients. Et puis l'implantation de Lyon,
dont nous sommes originaires, Mathilde et moi, qui héberge le pôle agro-ressources et chimie verte. Ce pôle agro-ressources et chimie verte est spécialisé dans les enjeux environnementaux et sociaux de la valorisation alimentaire ou non alimentaire des agro-ressources. Donc ça regroupe plein d'activités. Je serais très heureux d'en partager certaines avec vous s'il y a des questions. Par rapport aux outils justement qu'on est amené à développer ou à déployer, sur une échelle qui va du mode très expert de l'analyse de cycle de vie à un mode plus projet non expert, on a CIMAPRO qui est un logiciel d'analyse de cycle de vie qui permet de faire n'importe quelle évaluation environnementale et sociale de n'importe quel produit. À l'autre bout du spectre, on a Ascore, qui est une plateforme logicielle d'évaluation sectorielle, non expert. Donc, c'est une plateforme qui se décline en fonction du secteur dans lequel on travaille, cosmétiques, détergence, agroalimentaire, packaging. Et puis au milieu, on a l'outil Pulse-LCA qui permet de modéliser des systèmes complexes. Je pense que ça concerne moins de participants ici, donc je ne rentre pas dans le détail. On est également cofondateur d'une société qui s'appelle Tuvalu et qui est spécialisée dans l'édition de logiciels de pilotage de la stratégie climat et de la RSE, qui est notre sujet d'aujourd'hui. Et puis bien sûr, comme je l'ai déjà dit, on est en mesure de développer des outils sur mesure et spécifiques, adaptés aux besoins spécifiques des entreprises qu'on accompagne. Au-delà de ça, et je m'arrêterai là, on est aussi impliqué et moteur de projets de bilan gaz à effet de serre, de pilotage de stratégie climat, d'empreinte biodiversité également, parce qu'on sait que l'analyse de cycle de vie n'adresse pas tous les enjeux environnementaux et donc il convient de compléter les enjeux, notamment autour de la biodiversité, de l'évaluation sociale également, et puis de l'aspect territorial. On est en mesure de valoriser des approches territoriales de chaînes de valeur courtes pour valoriser justement cette approche de répartition de la richesse au niveau local. Voilà pour la présentation rapidement d'EVA. Sur la présentation maintenant que je vais faire par la suite, j'introduirai d'abord ce qu'on entend par éco-socio-conception. Ensuite, je vous montrerai très rapidement des exemples concrets de vraies missions. Et puis, on verra qu'en fait, tout ça est une histoire de compromis. On verra dans quelle mesure il est possible de trouver des compromis. Tout d'abord, qu'est-ce que l'éco-socio-conception et surtout pourquoi faire de l'éco-socio-conception, puisqu'on ne le fait pas pour la beauté du geste. En tout cas, les clients qui viennent vers nous pour mettre en œuvre la méthode ne le font pas pour la beauté du geste. La définition, qui date pas d'hier, hein, vous le voyez, c'est d'intégrer l'environnement dès la conception d'un produit ou d'un service lors de toutes les étapes du cycle de vie de ce produit ou de ce service. Pourquoi mettre en œuvre cette méthode? Il peut s'agir d'anticiper la réglementation et ses évolutions. On a de plus en plus des normes sur les émissions de CO2, par exemple. Considérer et anticiper les attentes du marché. Les distributeurs, les clients sont peut-être engagés dans, vos distributeurs et vos clients sont peut-être engagés dans des démarches RSE. Les administrations auprès desquelles vous vendez peut-être vos produits ont des approches éco-responsables. Les consommateurs, bien sûr, sont de plus en plus des éco-citoyens, comme ça a déjà été dit. L'enjeu est également d'améliorer la performance de l'entreprise, maîtriser les coûts, stimuler l'innovation, fédérer également en interne, ça a déjà été dit. Et puis, préserver les ressources. Il s'agit de sécuriser les approvisionnements en matières premières, notamment dans l'industrie manufacturière. En fait, cette approche d'éco-conception, elle constitue une succession de 2 étapes itératives. D'abord, il va falloir identifier les enjeux d'une entreprise en fonction de votre secteur d'activité,
en fonction de votre positionnement sur la chaîne de valeur, vous n'allez pas avoir les mêmes enjeux environnementaux et sociaux que votre voisin. Une fois que ces enjeux sont identifiés, il va falloir évaluer la performance environnementale et sociale de l'existant. Puis chercher des solutions pour réduire cette empreinte environnementale et sociale, comparer des solutions entre elles, approfondir les solutions qui semblent les plus prometteuses, et puis évaluer la nouvelle solution pour valider les bénéfices environnementaux, voire sociaux, atteints. Et puis une fois qu'on a notre nouveau produit ou notre nouveau service, on reboucle la boucle et ce nouveau produit devient l'ancien produit et on continue d'améliorer dans une démarche d'amélioration continue, bien sûr. À chacune des étapes en bleu, on va avoir besoin d'outils pour mesurer. Ces outils, il peut y en avoir plusieurs types. Si on les classe dans un cadran qui va de très qualitatif en haut à très quantitatif en bas, et puis de monocritère à multicritère, on va avoir par exemple une approche par blacklist. Vous connaissez certainement des produits qui indiquent que il n'y a pas, par exemple, de phtalate dans le produit, 0 phtalate dans le produit. Ça, c'est une approche de blacklist. Je ne veux pas de phtalate dans mon produit. À la rigueur, je ne sais même pas pourquoi c'est embêtant les phtalates, mais j'en veux pas dans mon produit. Donc c'est très monocritère, ça n'adresse que le sujet des phtalates, et c'est très qualitatif, c'est du binaire. En bas du cadran, toujours en monocritère, mais en très quantitatif, cette fois-ci, on a par exemple le bilan carbone ou bilan gaz à effet de serre. Je pense que nombreux sont ceux ici qui en ont déjà entendu parler. C'est une approche site ou organisation, donc je prends mon activité et je fais le bilan des émissions de gaz à effet de serre. Je ne regarde donc que le critère changement climatique et émissions de gaz à effet de serre, c'est tout. À l'autre bout du cadran maintenant, très quantitatif et très multicritère, on a l'analyse de cycle de vie. J'y viendrai juste après. Et puis, au milieu de tout ça, on a plein d'autres méthodes. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'empreinte carbone, de checklist, d'évaluation simplifiée qualitative en cycle de vie, ESQCV. Autant d'outils qui nous permettent d'évaluer la performance environnementale et sociale d'un produit ou d'une activité. Maintenant, je vais zoomer sur cette méthode d'analyse de cycle de vie pour vous l'expliquer et pour vous montrer ce qu'on peut en sortir de cette méthode et à quoi sert cet outil. L'analyse de cycle de vie, déjà, à titre d'introduction, c'est une approche qui est normée. Elle répond aux critères de 2 standards internationaux, l'ISO 14040 et l'ISO 14044. Les 3 principes fondateurs de l'analyse de cycle de vie, c'est que, d'une part, c'est une approche en cycle de vie, comme son nom l'indique, me direz-vous. On va en fait faire le bilan des flux de matière entrant et sortant à chaque étape du cycle de vie de mon produit. Extraction des matières premières, procédé de fabrication, transport, acheminement jusqu'à mon client, utilisation par le client, fin de vie du produit. Le deuxième pilier, c'est que l'analyse se fait sur plusieurs critères qui peuvent être des critères environnementaux, des critères sociaux, des indicateurs d'impact, des indicateurs de flux, pour avoir une vision globale des enjeux environnementaux de mon produit, de mon service ou de mon activité. Le troisième élément, c'est que c'est une approche multi-composants. On ne va pas se focaliser sur uniquement l'emballage d'un produit ou bien sur uniquement un ingrédient de ma formule, par exemple, dans le secteur cosmétique. On va regarder l'ensemble du produit, la formule, les emballages primaires, les emballages secondaires, voire même ce qui va au-delà. Et puis cette logique, on peut l'adapter à tout secteur d'activité et toute dimension du produit. Prenons un exemple très concret et qui, je l'espère, vous parlera. Le cycle de vie simplifié d'une bouteille de bière. Donc, pour nous permettre d'avoir des bouteilles de bière, bien sûr, il faut fabriquer la bière. Donc, il y a des activités d'amont agricole, de culture de céréales, de houblon. On a une opération de maltage, puis une opération de brassage à la brasserie.
C'est à la brasserie qu'on va mettre notre bière dans la bouteille, dans un emballage en verre. Cette bouteille part en distribution, atteint notre client consommateur, qui, une fois la bière dégustée, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, pour rappel, part en fin de vie. Sur ce cycle de vie très simplifié, voilà la façon dont on va considérer la répartition des impacts. Je vous montre des résultats sur 4 indicateurs environnementaux. Très rapidement, l'eutrophisation, alors c'est un peu compliqué, mais retenez que c'est un enjeu de qualité de l'eau. C'est tout ce qui est lié au phénomène de marée verte, par exemple. Donc qualité de l'eau, changement climatique, je pense que ça parle à tout le monde. Consommation d'eau et consommation d'énergie. Donc consommation de ressources énergétiques non renouvelables. Si je fais l'analyse de cycle de vie de mon système, je peux voir la répartition de ces contributions ici entre la production agricole, l'opération de maltage, l'opération de brasserie, l'emballage, la distribution et la fin de vie. La production agricole, par exemple, semble présenter pas mal d'enjeux d'un point de vue de la qualité de l'eau, du fait de l'usage d'intrants azotés. Les opérations de brasserie, elles, présentent des enjeux d'un point de vue de la consommation d'eau et de la consommation d'énergie. Et puis enfin, l'emballage présente beaucoup d'enjeux d'un point de vue du changement climatique, de la consommation d'énergie et également des 2 autres indicateurs. La distribution et la fin de vie ne semblent pas être un enjeu pour le produit considéré. À partir de cette vision et de cette compréhension de mes enjeux environnementaux, je vais chercher des pistes, bien sûr, d'amélioration. Alors, si je suis le brasseur qui, toute la journée, fait tourner une usine de brassage, je suis très préoccupé, par exemple, par ma consommation d'énergie. Donc, je peux me dire que je vais étudier une piste de réduction de la consommation d'énergie. Si je suis le fabricant de l'emballage, je vais me dire peut-être que j'ai des pistes sur l'emballage. Et puis, si je suis, je sais pas, un acteur du traitement des déchets, je vais peut-être regarder à la recyclabilité de cet emballage. Bref, il y a plein de pistes d'éco-conception. Et en général, le choix de la meilleure piste, c'est multifactoriel et ça fait intervenir plein d'informations. Les premiers, souvent, c'est la faisabilité technique et économique, des notions d'investissement, de retour sur investissement, etc. Il y a l'attente des parties prenantes également. Qu'est-ce qu'attendent mes clients? Qu'est-ce qu'attendent mes fournisseurs? Qu'est-ce qu'attendent mes actionnaires? Mes collaborateurs également. La notion d'innovation, de différenciation sur le marché, la facilité de mise en œuvre, etc. etc., etc. Donc souvent, on a sur les différentes pistes qu'on peut envisager ici et que j'ai listées tout à l'heure, on va pouvoir classer comme ça les différentes échelles d'investissement, de retour sur investissement, la difficulté de mise en place technique et organisationnelle, et puis le potentiel environnemental. Et bien sûr, nous, ce qu'on va regarder chez EVA, c'est la pertinence environnementale, voire sociale, de ces différentes pistes. Par exemple, je suis le malteur, je me dis que si je regarde bien, je peux essayer de réduire de 50% la consommation d'énergie de l'étape de maltage. Ce que je vois, c'est qu'à l'échelle du produit, sur toujours mes 4 mêmes indicateurs, là, la réduction est très très faible. Elle est de moins de 3% sur l'indicateur changement climatique, par exemple. Donc il semblerait que ce ne soit pas la piste prioritaire d'un point de vue environnemental. Le fabricant de verre, lui, il va pouvoir se dire, peut-être que si je fais pas mal d'efforts, je peux réduire de moitié la masse de... Non, pas de moitié, mais je peux réduire la masse de ma bouteille. Parce qu'au bout d'un moment, si elle est trop fine, elle va casser. Donc je vais générer plus d'impact que j'en aurais économisé. Là, le gain potentiel, il peut s'élever à 8%. Bon, ça commence à être pas mal, mais c'est pas ça. En revanche, si je commence à réfléchir à un système de consigne, par exemple, je réutilise ma bouteille. Alors bien sûr, je la lave entre chaque étape, mais je la réutilise. Et là, on se rend compte que c'est un levier très intéressant. Dès la première réutilisation, on joue sur 10 à 30% des impacts environnementaux. Et si j'arrive à porter ce chiffre à ne serait-ce que 5, déjà j'ai presque réduit de moitié mon impact sur le changement climatique. Donc là, on a un bon levier d'éco-conception
qui ne coûtent pas forcément très cher à mettre en œuvre, qui nécessitent bien sûr une bonne communication auprès du consommateur. Donc, il y a plein d'autres enjeux autour de mon produit, autour de la perception qu'a mon consommateur de mon produit éco-conçu. Mais d'un point de vue environnemental, on est parvenu à faire la preuve que c'était pertinent et que c'était la piste la plus pertinente. Même question, par exemple, sur un tout autre sujet. Je suis un fabricant de la molécule A que vous voyez ici. S'il y a des chimistes dans l'assemblée, peut-être qu'ils la reconnaîtront. Cette molécule, il est possible de l'obtenir par 3 voies différentes. Une voie synthétique, donc ça c'est la chimie historique de synthèse, de chimie fine, chimie organique. J'aboutis à ma molécule A via différents intermédiaires. Une voie naturelle, il se trouve qu'il y a un arbre qui est assez sympa et qui fabrique cette molécule-là, donc je n'ai que à l'extraire de l'arbre, entre guillemets, pour l'obtenir. Et puis éventuellement une voie biotechnologique. Si c'est ici un processus de fermentation en hétérotrophie, je fournis du sucre à un micro-organisme qui fabrique ma molécule. À partir de là, je n'ai qu'à purifier le milieu et extraire ma molécule et elle est disponible. La question est, quelle est la meilleure de ces 3 voies? La réponse est, c'est pas évident, mais on a moyen de recueillir énormément d'informations sur les enjeux environnementaux. Par exemple, je vois assez vite que sur le changement climatique, la voie fossile, donc qui est en grise ici, la synthèse organique, est la pire. Elle génère le plus d'impact. Donc si à chaque fois je mets la pire de mes 4 voies à 100%, ma voie fossile semble être la plus impactante. Mais sur l'émission de particules fines et la qualité de l'eau, elle est la moins impactante. Le cas de mon arbre, par exemple, semble être le meilleur du point de vue du changement climatique. Mais, du fait des activités forestières lors de la récolte, je génère beaucoup de particules fines et donc j'ai plus d'impact que les autres sur la qualité de l'air. Et puis enfin, mes deux voies par fermentation semblent les plus impactantes sur la qualité de l'eau. Donc là, j'ai balayé tout ce qui est enjeu origine. Mais en plus des enjeux origine, il peut y avoir des enjeux de sourcing. C'est-à-dire qu'entre mes 2 voies de fermentation, ici, la barre bleue, la barre verte, pardon, je vais y arriver, la barre rose et la barre jaune, le sucre que je fournis à mes micro-organismes peut être soit d'origine, par exemple, betterave espagnole, soit sur de la canne à sucre brésilienne. Entre ces 2 sourcings-là, je vais avoir des enjeux très différents. La canne à sucre brésilienne est une culture irriguée, donc beaucoup de consommation d'eau, et il y a un risque de changement d'utilisation des sols et de déforestation. Donc, gros enjeu sur le changement climatique. Alors que la culture betterave espagnole, elle, présente le plus gros enjeu d'un point de vue qualité de l'eau. Donc, vous voyez que l'interprétation est extrêmement riche, j'ai beaucoup d'informations, les résultats sont variables d'une voie à l'autre, et le classement dépend de l'indicateur que je regarde. Mais au moins maintenant, j'ai les billes pour choisir correctement la voie qui me semble la plus pertinente au regard de mes enjeux et de ma stratégie. Un dernier élément très important au sujet de cette méthode d'analyse de cycle de vie, c'est l'approche fonctionnelle. Par exemple, je veux comparer 2 procédés d'extraction. L'un qui est une macération et qui me donne une certaine quantité d'extrait avec une concentration en actif dans l'extrait, et l'autre où je vais assister cette extraction par des micro-ondes. Donc je consomme un peu plus d'énergie que la simple macération, mais à la fin, pour la même quantité d'extrait, j'ai une plus grande concentration en actif dans mon extrait. Et bien sûr, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'actif. Si je regarde uniquement l'empreinte environnementale, la performance environnementale, ramenée au kilo d'extrait, et pour la voie micro-ondes, vu que je consomme plus d'énergie, j'ai un impact supérieur. D'accord? Les barres rouges ici sont plus grandes, donc j'ai plus d'impact.
Mais en fait, cette approche-là n'est pas pertinente parce que moi, fabricant d'extraits, ce que je vends à mon client, c'est une concentration en actifs. Ce n'est pas une quantité d'extraits. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est le kilo d'actifs extraits par chaque technologie. Et là, il n'y a pas photo. Et la photo est même inverse par rapport à tout à l'heure. C'est clairement la voie par macération simple qui présente plus d'impact parce que l'actif est moins concentré dans l'extrait. Et réussir à quantifier ça, ça permet clairement d'avoir une communication très pertinente, notamment en B2B, vis-à-vis de mon client, pour lui expliquer que la performance environnementale de mon produit est meilleure du fait de ce procédé micro-ondes. Donc voilà quelques exemples d'évaluation environnementale qu'on a pu réaliser, qui vous parlent, je l'espère. Et puis je voulais aussi concrétiser l'approche sociale. Pour ce qui est de l'évaluation et des enjeux sociaux, on a la même approche. On travaille toujours en cycle de vie, avec cette fois-ci comme données collectées, on n'est pas sur des flux de matière, etc. On est plus sur des approches de risque par pays et par filière ou par secteur d'activité. On va aussi chercher à identifier des controverses dans certains secteurs, des certifications, des actions de RSE le long de la chaîne de valeur. Donc des informations assez différentes et disparates, mais qui vont adresser l'ensemble des parties prenantes. Les travailleurs, les communautés locales, la société, les fournisseurs, les consommateurs, etc. Et puis, le jeu, en tout cas la méthode, va permettre de ramener tous ces enjeux et toutes ces données via un système de notation qui peut être semi-quantitatif ou semi-qualitatif, à des indicateurs sur les conditions de travail, les droits humains, l'héritage culturel, la gouvernance, la santé, la sécurité, etc., jusqu'aux répercussions socio-économiques. Et ça, on est en mesure de le faire pour, par exemple, visualiser des niveaux de risque et de performance par fournisseur d'une chaîne de valeur, ou par matière, ou par étape le long d'une chaîne de valeur. On va pouvoir voir une contribution de ces différentes étapes au produit final. On voit ici que mon étape 3, elle semble être la plus contributrice d'un point de vue des enjeux sociaux le long de ma chaîne de valeur. On va également pouvoir comparer, via par exemple des diagrammes radar comme celui-là, des niveaux de risque ou de performance par enjeux sociaux et par partie prenante. Et puis comparer des produits entre eux ou des sourcings entre eux. Voilà pour une illustration de l'évaluation et de l'éco-socio-conception qu'on souhaitait vous faire. Et puis en conclusion, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'éco-socio-conception, c'est toujours une recherche du meilleur compromis. Un compromis entre une approche fonctionnelle, c'est-à-dire que chez EVA, on définit l'éco-efficience comme le ratio entre la fonction d'un produit et son impact environnemental. Dans la fonction, on va être dans la sphère du positionnement marketing, de l'innovation. Dans l'impact environnemental, on va être dans la sphère de la connaissance environnementale, scientifique et technique de nos enjeux environnementaux. Bien sûr, le jeu, ça va être de réduire l'impact environnemental. À chaque fois que je vais réduire l'impact environnemental, je vais augmenter l'éco-efficience. Ça, tout le monde y pense souvent. Hein. C'est toutes les pistes que je vous ai données en introduction. Introduire du recyclé, réduire la consommation d'énergie, améliorer la recyclabilité, avoir accès à des substances non toxiques, biodégradables, etc. Mais il faut aussi penser à améliorer la valeur fonctionnelle de son produit. Avoir des approches multifonctionnelles, de la rechargeabilité, de la durée de vie augmentée, des meilleures qualités perçues, etc. Et c'est de travailler sur ces deux leviers-là qui va faire qu'on améliore les coefficients et qui permet en fait qu'on puisse faire des concessions sur l'impact environnemental, mais tant qu'on améliore le service rendu, alors à la fin, on sera quand même meilleur. Je vous remercie pour votre attention. Je vois qu'Yvette a réactivé sa vidéo. J'imagine que c'est que j'étais un petit peu long. Merci beaucoup à tous et au plaisir de répondre à vos questions si vous en avez.
maintenant ou plus tard. Merci beaucoup pour cette présentation complète sur l'ensemble des outils et accompagnement au niveau de l'évaluation sociale et environnementale. Ça nous parle à tous, hein, puisque ce sont des sujets qu'on travaille en partie. La question du carbone, les ACV sont fortement demandés aussi dans tous les outils de financement aujourd'hui demandés quasiment. Est-ce qu'il y a une question du public? Sinon, moi, j'en ai déjà une. Ah, ouais, super, donc de Jean-Gabriel. Quelles sont les guidelines ou lignes rouges pour ne pas greenwasher par un choix judicieux de scénario et d'unité fonctionnelle? Alors, il y a deux aspects dans la question. Il y a d'une part ce qu'on fait en termes de communication, éviter le greenwashing effectivement, et d'autre part les choix qu'on fait lors de l'évaluation. La deuxième partie de la question, choix d'unité fonctionnelle, etc. Ça, c'est des choix qu'on fait au moment de l'évaluation. Le guideline clé, c'est l'ISO 14044 qui impose le maître mot dans ce domaine, c'est la transparence. C'est-à-dire que quel que soit le choix qu'il faut que vous fassiez, il faut que vous soyez transparent vis-à-vis de ce choix. L'idée, c'est que si vous êtes transparent, derrière, les gens qui regardent vos performances environnementales puissent critiquer de façon positive, mais puissent remettre en question vos choix. Et puis à partir de là, une fois que vous avez identifié votre unité fonctionnelle, tout en découle, le périmètre de l'évaluation, etc. C'est toute la partie de définition de l'objectif et du périmètre de votre évaluation. C'est clé cette étape-là parce que ce qu'on met ensuite en œuvre dans l'analyse des cycles de vie, comme méthodologie, comme choix d'indicateurs, de périmètres, etc., ça dépend de l'objectif que vous êtes fixé initialement. Vous n'allez pas mettre les mêmes choses en œuvre si vous voulez communiquer à vos clients finaux sur votre éco-conception ou si vous souhaitez en interne piloter la performance de votre entreprise. Ouais. Premier élément. Deuxième élément, j'en reviens à la première partie de votre question sur la communication. Là, il y a des normes. Là aussi. Est-ce que vous pouvez juste tenir votre micro qu'on puisse vous pardon. entendre un tout petit peu plus fort? Merci. Ça repart. Ça va mieux là? Désolé. Donc sur la communication, là aussi, il existe des guidelines. C'est la série des normes de la 14020 qui explique qu'une bonne communication environnementale doit être transparente, vérifiable, pertinente, c'est-à-dire que vous vous devez de communiquer sur les vrais enjeux de votre produit et non pas sur quelque chose que vous avez amélioré mais qui n'est en fait pas du tout le cœur de votre sujet d'un point de vue environnemental. Et donc là aussi, il y a un certain nombre de bonnes pratiques à respecter. Est-ce que j'ai répondu à la question? Alors moi, je pense, et je laisserai Jean-Gabriel. Ah voilà, une deuxième question qui arrive, répondre si ce n'est pas le cas. Y a-t-il une raison pour laquelle il n'y a pas de subvention du gouvernement pour faire une ACV? C'est un processus extrêmement important pour comprendre l'impact de vos produits d'une manière qu'un bilan de carbone ne peut faire. Alors, je vais me permettre de vous contredire parce que pour le coup, je parlais des subventions de l'ADEME. Donc, l'ADEME, c'est l'Agence départementale de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui est une agence subventionnée par l'État. Donc, de quelque part, c'est l'État. Et l'ADEME finance tout à fait la réalisation de bilans environnementaux initiaux. Alors, ça peut être du bilan carbone, ça peut être de l'analyse de cycle de vie, pour vous aider à savoir où sont vos enjeux, justement. Puis, à réduire ces enjeux environnementaux. Donc, l'ADEME finance également des projets d'éco-conception. Si vous avez plus de questions, je pense que B4C peut clairement vous aider dans l'identification des guichets. Et puis, ma collègue Mathilde est aussi une spécialiste des différents guichets possibles de l'ADEME. Il y en a plein. Les vannes sont plutôt ouvertes d'ailleurs en ce moment, donc n'hésitez surtout pas à vous rapprocher de B4C. Merci pour le relais. En effet, il y a beaucoup de financement, et notamment sur l'ADEME, et puis dans les autres outils de financement comme la BPI qui accompagne les développements de projets, il y a toujours une partie ACV qui peut être prise en charge, en effet. Merci beaucoup Yves. Je pense que je vais écrire mes questions et je vous laisserai répondre par écrit. Ça marche, on fait comme ça. Je vais inviter, je vous en prie, merci, et je vais inviter Jean-Gabriel à venir diffuser sa présentation. Pas de présentation, je crois, Jean-Gabriel.
Monsieur Levon. Oui, c'est bon. Vous m'entendez? Oui, super. C'est lui la présentation. Exactement. Exactement. Non, j'ai quelques éléments à vous montrer, mais après, je pense que je prendrai plus facilement les questions. Voilà, déjà, merci aux deux premiers intervenants pour les présentations. C'est assez intéressant parce qu'il y a toujours un peu ces deux sujets qui se répondent. C'est comment on mesure et comment on prend les décisions. En fait. Et là-dessus, donc à Insect, on a eu une approche depuis 2015. On a commencé à 2015 et puis on a vraiment accéléré depuis 3 ans avec la création du département Impact que je dirige. Sur justement comment on fait en sorte que toutes nos décisions, en tout cas les décisions importantes, on puisse avoir sur la table des décideurs les informations financières, évidemment, les informations business, évidemment, et aussi les informations impact. Par impact, on entend tout ce qui est en fait flux physique et tout ce qui est, on va dire, lié au social sociétal. C'est vraiment ça qu'on entend. Donc, comment ça s'est construit finalement le département aujourd'hui? C'est vraiment un département qui agit comme le département financier. En fait, c'est vraiment les mêmes choses qu'on fait. On a un budget, on fait du contrôle de gestion, on fait des business plans, on fait des études, enfin voilà, c'est vraiment la même chose. Sauf qu'au lieu d'avoir des euros ou n'importe quelle unité monétaire, on a du CO2 pour le changement climatique, on a de l'eau enfin des mètres cubes pour l'eau, on a les fameux PDF par mètre carré par an pour la biodiversité, enfin tous les axes en fait qu'on obtient par nos ACV, on les a. Donc typiquement, j'allais justement présenter un petit truc. Donc je vais reprendre la présentation. Où est-ce que c'est? Voilà. Tac. Hop, hop. Voilà. Vous devriez voir ma présentation normalement. Donc typiquement, ça ressemble à ça. Passe en grand. Jean-Gabriel, si vous pouvez juste cliquer sur l'icône du bas ou réduire le bandeau de gauche comme ça. Comme ça, c'est mieux? Oui, bien mieux, Ouais, merci. donc ça, typiquement, c'est les résultats de notre ACV. Donc, on a fait une ACV comparative. Donc, c'est une méthodologie un petit peu différente parce que, en gros, on combine une ACV classique, normale, et on pousse un petit peu plus loin pour aller chercher l'effet rebond. En fait. Donc, on se compare à ce qui existerait si on n'était pas là et à aller voir les conséquences. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça conséquentiel. Pardon, j'ai dit comparatif. Comparatif, c'est la classique. Et donc là, c'est une conséquentielle pour aller voir quand est-ce qu'on tape les limites de notre modèle. C'est-à-dire, selon le magnifique théorème des agriculteurs qui est 100% d'une bonne idée, c'est une catastrophe. Quand est-ce que faire que des élevages de scarabées partout en France, à un moment qu'on soit assez bien que ça devient bête, donc quand est-ce qu'on arrive à ça? L'effet rebond, c'est la même chose qu'on a pu voir au démarrage avec Blablacar, où tout le monde s'est mis à faire du covoiturage et bilan, il y avait moins de monde qui prenait le train et plus de voitures sur la route. Donc, c'est ça, ce genre d'effet rebond. Une bonne idée, à un moment, peut devenir catastrophique. Donc là, vous voyez, il y a les 5 axes en fait, qu'on étudie. Donc, les deux plus impactants chez nous, dans notre business model, c'est l'impact sur le changement climatique et sur la qualité des écosystèmes, qui est l'autre nom de biodiversité dans la démarche ACV qu'on suit. Voilà, et vous avez donc les 4 grands postes chez nous, qui sont le gaz, l'électricité, le transport de matières premières et les matières premières. Tout le reste de l'impact de l'entreprise, c'est les petites barres grises. Vous voyez que ça ne pèse pas très lourd chez nous. Donc ça, c'est un impact d'entreprise. Évidemment, si vous faites la même chose pour vous en impact personnel, tout le reste prendra une part beaucoup plus grande. Mais quand on regarde l'entreprise, c'est vraiment ça. Donc, il n'y a pas de surprise en soi. On est des éleveurs, même dans un bilan économique. La nourriture que vous achetez pour nourrir vos animaux et l'énergie que vous utilisez pour les élever, c'est les deux plus gros postes de dépenses, évidemment. Donc ça, c'est pas nouveau. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point le poids de chacun de ces éléments peut varier.
Par exemple, l'énergie, d'un point de vue changement climatique, c'est un peu plus du tiers de notre impact. Et la matière première, c'est plus de 90%, c'est 93% de notre impact biodiversité. Pourquoi? Parce que la matière qu'on utilise, c'est des matières qui sont issues filière blé, filière colza dans le nord de la France. Donc, c'est énormément d'hectares en fait, qui travaillent pour nous et qui sont récoltés tous les ans, dans lesquels la biodiversité est assez pauvre par rapport à ce que serait une forêt primaire, etc., qui est le point de référence auquel on se compare. Donc, c'est là où on se rend compte que cette matière première, notamment dans l'usage des sols, c'est ce qui impacte le plus ici nos écosystèmes. L'autre chose qu'on peut aller regarder, alors c'est ça c'est vachement intéressant. Ça, en fait, on s'est inspiré donc des méthodologies SBTI, donc c'est Science Based Target, pour ceux qui ne connaissent pas, qui, en fait, sont une méthodologie qui est utilisée donc, majoritairement pour des grands groupes matures pour réussir à réaligner la stratégie de déploiement de l'entreprise, de croissance de l'entreprise, sur les objectifs donc cités par le GIEC, enfin l'IPCC en anglais. Donc, nous, on ne peut pas exactement faire ça parce que voilà, on est jeune ETI, donc on n'a pas encore la taille mature, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre comme point de comparaison nous-mêmes. Donc, ce qu'on a pris comme point de comparaison, c'est pour ça qu'on a fait cette analyse conséquentielle, c'est ce que serait l'industrie, enfin, si l'industrie actuelle avait à produire les matières qu'on vend à nos clients, ça serait quoi son empreinte? Ça, c'est notre référence 2020. Et on prend ça et puis on réduit de 7,5% par an pour arriver en 2030 avec une empreinte d'entreprise qui soit compatible avec ces objectifs de la IPCC. Donc, ce que vous voyez là comme chiffre, c'est un budget carbone qui est en absolu, donc c'est en milliers de tonnes de CO2 émises, et un objectif qui est en relatif, c'est-à-dire le nombre de tonnes de CO2 qui est produit par tonne de CFL. Alors, CFL, c'est du jargon interne, ça veut dire Clean Fresh Larvae. C'est la tonne de larves fraîches, qui est notre unité de design, de conception, en fait, de nos fermes. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la ligne tout en haut, c'est ce qu'on évite d'émettre. Hein. La bleue, c'est on garde le mix constant et on ne bouge pas et on ne fait rien. Donc, on voit en fait que petit à petit, on s'écarte de la trajectoire rouge qui est censée être la trajectoire du Paris Agreement par rapport aux émissions qu'on est supposé réaliser. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on est clairement au-dessus, c'est-à-dire qu'on émet encore trop par rapport à la moyenne du secteur, par rapport à ce qui est demandé par l'IPCC. Et notre objectif, c'est petit à petit donc, de travailler sur notre énergie mix. On a vu tout à l'heure qu'on utilisait encore beaucoup de gaz, donc on prochain design sont sans gaz. Et travailler aussi sur l'impact de notre matière première. Donc là, on a des grands programmes qui sont lancés avec nos fournisseurs pour à la fois acheter dans des filières qui sont bas carbone, qui sont construites par nos fournisseurs de matières premières, et aussi investir directement avec nos agriculteurs pour les aider à faire la transition de leur outil de travail. Parce que c'est vraiment sur les deux qu'on va réussir à gagner. Donc là-dessus, on a voté au board de décembre de l'année dernière un programme sur 18 ans pour investir autour de notre usine. Donc, la première usine sur laquelle on va déployer ce programme, c'est à Amiens. Là, donc, on a un programme de 18 ans d'investissement autour de l'usine d'Amiens pour faire en sorte que la supply chain qu'on veut sur notre matière première puisse exister et amener notre pierre à ces là. C'est très important aussi d'avoir un budget qui est ce que j'appelle full carbone. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je mets un prix à la tonne de CO2. C'est souvent une approche qu'on voit au démarrage des démarches d'entreprises ou de groupes qui se lancent là-dessus, c'est de donner un prix à la tonne de CO2 émise de manière à pouvoir la valoriser. Ça peut avoir son intérêt, mais très rapidement, on se rend compte en fait que c'est un choix qui vient très vite, un choix moral, quoi. Par exemple, si vous valorisez une centaine d'euros la tonne de CO2 émise, si vous ramenez ça aux 330 gigatonnes de CO2 qu'on doit émettre, qu'il nous reste à émettre pour le budget 1,5 degré d'ici 2050 ou les 500 gigatonnes de mémoire, enfin entre 500 et 600 pour le budget à 2 degrés, ça valorise le budget planétaire à grosso modo 3 années de PIB mondial, quoi. Bon, ça fait vite rigoler parce que
bah, voilà, ce n'est pas des choses qui sont comparables, en fait. On est en train de comparer des choux et des carottes. Donc, ce que nous permet l'IPCC, en tout cas sur le changement climatique, sur les autres axes, ça n'existe pas encore, c'est d'avoir un vrai budget qui est en CO2 et qui n'a pas besoin d'être ramené à des euros pour être activable dans une démarche budgétaire. C'est-à-dire que là, on sait par exemple que notre target en kilotonnes de CO2, c'est les 500. Le budget actuel, on ne change rien, on serait plutôt à 1500, donc on est quasiment 3 fois au-dessus. Et donc, on a toute notre stratégie justement qui va nous permettre de tac, 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 arriver jusqu'à être dans le vert, c'est-à-dire dépenser en absolu les CO2 que l'IPCC nous demande de dépenser. C'est-à-dire amener notre contribution à la pierre là-dessus. Donc, ce que nous demande l'IPCC, c'est ça, c'est les émissions annuelles divisées par 2 d'ici 2030. C'est ça, c'est dans ce sens-là qu'ils ont réussi à traduire un objectif atteignable. Voilà. L'autre élément que je voulais vous montrer, c'est l'autre pan qui est important pour nous parce que c'est là où on a le plus gros impact en tant qu'entreprise, c'est la biodiversité. Alors, ce que vous voyez là, c'est le résultat de notre première étude sur la biodiversité. Alors, ce qui est… là, je vous montre… en fait, ce qui était intéressant de cette étude-là, c'était d'où vient notre impact biodiversité. Donc, là, on voit de manière assez claire que c'est l'occupation des terres qui est le sujet dominant pour nous. Et puis là, vous pouvez voir le breakdown sur les matières premières principales qu'on utilise. Alors, juste une typo, ce n'est pas Sunflower Mill, c'est Rapeseed Mill, c'est colza. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Après, on a un chiffre, c'est-à-dire que ça nous a sorti, de mémoire, c'est 148 148 PDF par kilomètre carré par an. C'est très bien, sauf qu'en l'absence de budget qui est émis par une instance de type IPCC ou consort, donc on a bien un IPBES, mais qui ne fait pas encore de budget mondial, on n'est pas capable d'avoir une trajectoire de réduction. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si ce chiffre-là, il faut qu'on le fasse réduire de moitié, de 3/4, de 10%. On ne sait pas. Donc, pour l'instant, on est parti plus sur une logique de dire on va essayer d'avoir des actions synergiques qui, en tout cas, ne vont pas faire de mal à la biodiversité. Mais même cette notion de ne pas faire de mal à la biodiversité, c'est quelque chose qui est encore très débattu, où la science n'est pas encore parfaitement claire et où il peut y avoir des fois 2 stratégies qui ont des conséquences différentes, mais qui paraissent toutes les 2 sensées. Par exemple, il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur les plantes qu'on appelle invasives. Qui dit si elles sont invasives, c'est finalement qu'elles se plaisent bien. Il y en a d'autres qui disent que si elles sont invasives à des endroits où il y a des humains, c'est pas cool. Mais pour autant, c'est quand même une biodiversité. Enfin, il y a plein de débats comme ça autour de ça qui sont encore difficiles à trancher, en tout cas difficiles à actionner quand on est une entreprise. Donc pour l'instant, voilà, on mesure, on essaye, on regarde. Mesurer, c'est déjà mieux comprendre. Et c'est comme ça qu'on avance sur le sujet. Voilà, alors l'autre point que je voulais vous montrer, en attendant, je peux déjà vous mettre ça c'est toujours le bon rappel pour notre empreinte carbone à nous. Le point que je voulais vous montrer, c'était le B Corp. Donc le B Corp, voilà. Alors le B Corp, c'est une notation ESG qui est assez intelligente, je trouve. Donc il y a beaucoup de questions. Voilà, vous pouvez voir le nombre de questions qu'il y a dans le questionnaire B Corp qui sont très précises. L'accès au questionnaire est gratuit. C'est qu'une fois qu'on est certifié qu'on commence à payer quelque chose. Et on ne paye pas grand-chose. C'est vraiment pour un dirigeant un questionnaire qui est super révélateur. Excusez-moi, Jean-Gabriel, c'est juste un petit peu petit. Si vous arrivez à réduire un peu sur le côté en haut. Oui, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à lire. Mais c'est un très bon révélateur de l'état actuel de son entreprise. Je vous invite vraiment à le faire. Quand on est patron et qu'on a en tête les grandes métriques de son entreprise, faire le questionnaire en entier, ça ne prend pas beaucoup de temps. Je dirais 2 heures en étant concentré. Voilà, nous, aujourd'hui, on est à 86,1. La première fois que j'ai fait le questionnaire en 2016 ou 2017, on était à 42. Donc, on avait un excellent score en environnement. Et en fait, côté collectivité, collaborateurs, gouvernance, on n'était pas très bon. Parce que en fait, c'était un sujet qu'on n'avait pas eu le temps de traiter dans la croissance de l'entreprise. Donc, on avait un très bon score environnement, climat, etc. Et là, on était pas bon. Du coup, ça nous a mis 3 ans à vraiment travailler le sujet, à le structurer, à nous faire prendre des bonnes décisions. Enfin,
ça nous a influencé sur beaucoup de choses, sur le congé de parentalité. Maintenant, chez nous, homme ou femme qui a un enfant, c'est la même dose de congé et c'est l'INSEE qui paye pour la différence. Ça nous a incité aussi sur le salaire d'entrée dans l'entreprise. Au bout de 2 ans, il n'y a personne qui est en dessous de le SMIC plus 35%. Voilà, des choses comme ça. En fait, c'est grâce aux questions de Bicorp qu'on s'est rendu compte que c'était quelque chose qu'on pouvait travailler. En fait. Et ça permet vraiment de mettre le doigt sur des choses qui sont très précises, très détaillées et par département. Donc, je recommande vraiment ce questionnaire qui est pour moi vraiment ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le marché en termes de SG et de vente. Voilà, et donc ça, c'est la structuration, ce qu'on va mettre aussi en œuvre cette année. Ça va s'allumer cette année, ça. Donc ça, c'est la structuration de notre gouvernance actuelle au niveau du board. Donc, on a un comité d'audit, un comité de propriété actuel, un comité de rémunération et un comité industrie. Et on va construire donc un comité d'impact qui sera en charge de faire évidemment la revue ESG. Voilà, on en parlait dans la première intervention, le côté que depuis le 1er janvier 2022, donc on a la taxonomie européenne liée au Green Deal européen là, qui est rentrée en œuvre. Donc, il y a 60 indicateurs ESG maintenant qui sont demandés à être suivis par toutes les banques qui veulent avoir des produits ESG et tous les fonds qui sont à impact au sens de l'article 9 de la nomenclature. Donc ça va vraiment très fortement structurer l'impact et c'est bien parce que, voilà, je me souviens plus de pardon. Lors de la deuxième intervention, tu disais justement que la transparence, la manière de faire, ça se reposait toujours sur des normes et on a besoin de normes. Donc, cette taxonomie européenne, parfaite ou pas parfaite, ce n'est pas grave. Ça va permettre de donner une norme, donc une référence, donc de pouvoir parler avec le même langage. Et après, on aura le temps d'améliorer ça. Donc, le comité impact, ça va être très intéressant. On va avoir des personnalités hors insectes, hors des gens qu'on rencontre tout le temps, qui vont faire partie de ce comité. Et j'ai vraiment hâte de faire les premières réunions. Ça, c'est... D'ailleurs, on cherche des gens pour faire partie de ce comité-là. Donc, si vous trouvez qu'il y a des gens qui faudrait qu'on prenne, envoyez. ça sera avec plaisir. Voilà pour ce que je voulais vous montrer sur cette presse-là. S'il y a des premières questions, je vais peut-être déjà commencer à y répondre. Merci beaucoup. Et oui, bravo, en effet, pour cette première démarche. Donc, on voit que la deuxième étape pour vous, ce serait de passer le statut d'entreprise à mission dès l'année prochaine. Oui, alors c'est vrai qu'en faisant Bicorp et puis en travaillant le sujet, pour nous, la raison d'être, c'est un truc qu'on a depuis le début. Hein. Les pitchs dans la boîte, c'était si on n'est pas capable de savoir quelle est notre raison d'être, c'est un souci, on ferme la boîte. Parce que si on ne sait pas pourquoi on existe, pourquoi on existe. Et le pourquoi évoqué par Rémi au départ, c'est la première question de la raison d'être. Oui, tout à fait. C'est très important. Avoir un pourquoi qui est très clair, ça permet des fois d'aller beaucoup plus vite sur la définition du comment. Ça permet aussi de se recentrer, c'est-à-dire que des comment qui ne répondent pas au pourquoi on est là, finalement, on les évite très très vite. C'est très clair. Dernière chose que je voulais vous partager, je vais vous partager ça, parce que c'est intéressant. Alors, attendez, où est-ce que c'est? C'est là. Voilà. Alors, ça, c'est le... Ah, ça ne marche pas. Je ne peux pas dézoomer. Non, c'est bon. Ça, c'est donc notre politique impact et QHSE, parce que toute la thématique QHSE est aussi intégrée dans l'impact. Ça, normalement, donc pour tous ceux qui sont ISO 9001, ils connaissent bien, c'est l'engagement de la direction sur la revue de direction initiale, etc. Donc, on a mis les deux mêmes. Donc, la raison d'être, on l'a rappelé. Hein, chez nous, c'est nourrir le monde. Alors, on a écrit un petit peu mieux, c'est inventer la chaîne alimentaire en offrant chaque jour à tous les consommateurs du monde une alimentation naturelle, saine, savoureuse et durable. On rappelle nos valeurs, on rappelle les principes principaux. Et donc, ça, c'est assez intéressant parce qu'on l'a utilisé un peu comme pied dans la porte pour les sujets de gouvernance. Et c'est assez intéressant. Donc, on a évidemment le safety first, hein, on reste une entreprise industrielle. Prendre toute décision clé de l'entreprise avec l'éclairage des chiffres et politique impact. Très important. C'est-à-dire qu'on on veut aller aussi vite que la finance. Ça, c'est hyper important. Écouter les demandes de nos parties prenantes. Donc, je parlais du comité impact.
Après, plus technique, le système de management intégré, très clair, le respect complet des exigences réglementaires, évidemment, et fournir les moyens permettant de garantir une production durable. Ça, c'est important, c'est-à-dire, c'est une chose de l'afficher, c'est une autre chose de le faire, donc il faut bien que ça soit là. Et après, on décline sur 2022, donc voilà, plein de sujets qui correspondent plus à l'année que la vision long terme. Donc, aligner le business plan, le zéro accident, évidemment, favoriser la sobriété. On a un gros travail sur la sobriété en ce moment. Garantir la sécurité sanitaire, évidemment, le système documentaire, les processus. Voilà. Et puis, l'objectif de cette année, c'est de passer les 90 points. Puis, on espère, à la recertif en 2023, donc passer les 100 points. Donc, voilà, on travaille dessus. Et puis, bien sûr, signé par tous les grands patrons de l'entreprise. Voilà, donc c'est pour vous montrer un petit peu un exemple de quand on met en œuvre à quoi ça ressemble et à quoi ça peut servir. D'accord, merci beaucoup pour votre retour. Donc, on comprend que le label B Corp, en tout cas, pour vous, était un outil d'évaluation, mais aussi d'amélioration et d'éveil à certains points que vous pouviez mettre en avant ou retravailler potentiellement. Alors, les questions, qu'est-ce qu'on a? Alors, les questions. Alors, pour l'instant, on n'a pas de questions qui vous sont adressées. N'hésitez pas à les écrire ou les adresser directement ou à enlever votre micro. J'ai une deuxième question par rapport, avant de passer au dernier témoignage. Vous êtes très satisfait de la certification B Corp qui pour vous était un indicateur et un évaluateur. Est-ce qu'aujourd'hui, en termes d'économie circulaire par rapport à votre business plan, en tout cas votre fonctionnement, vous pensez que c'est particulièrement adapté justement à des produits, ou en tout cas à des business plans qui sont concentrés sur des projets d'économie circulaire ou la certification peut s'adresser à tout le monde? Ça s'intéresse vraiment à tout le monde. Il n'y a pas de nécessité de faire de l'économie circulaire pour passer le B Corp, hein. C'est pas une question. Après, voilà, je pense que dès qu'on s'intéresse de manière sérieuse à des problèmes d'éco-design ou des choses comme ça, l'économie circulaire, ça devient vite évident, en fait. Un business model qui est complètement linéaire, qui génère énormément de déchets et qui exploite sans y réfléchir les ressources de l'endroit où on est, voire de l'endroit où on n'est pas, il y a très peu de chances que le bilan impact et le bilan environnemental ils sortent dans le vert, hein. Donc, d'une certaine manière, même sans vouloir faire de l'économie circulaire, on s'y retrouve d'une certaine manière poussé par ce genre de démarche. Ça sonne Ouais, plus comme une évidence. pour moi, c'est plus quelque chose qui coule de source à partir du moment où on se lance dans la démarche-là. Et après, il n'y a pas besoin par économie circulaire aussi, il y a toute une gamme, quoi. Il y a une sorte, quoi. Il peut y avoir l'économie circulaire au niveau d'un village et puis au niveau de l'économie circulaire au niveau national ou intercontinental, quoi. Faut rester très pragmatique là-dessus. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Viser une sorte d'autonomie forcenée en restant ça ne fonctionne pas, quoi. Faut vraiment réfléchir un à un les entrants, un à un les sortants, faire vraiment des bilans de matière détaillés. C'est pour ça que moi, je parle plus de financier, d'extra-financier, je parle vraiment de financier, de business et de flux physiques. C'est vraiment comme ça, moi, que je vois réfléchir à ces flux physiques. Alors, ça paraît une évidence pour n'importe quel ingénieur qui construit une usine, hein. L'ingénieur qui construit une usine, il ne réfléchit pas d'abord en euros, hein, il réfléchit d'abord avec son bilan de matière. C'est un petit peu ça qu'on essaye de dérouler, quoi. Et là, par exemple, ce schéma-là, finalement, ce qu'il vous montre, c'est les flux physiques, ce n'est pas les flux financiers. Les flux financiers sont derrière, hein, évidemment, mais ce qui porte la réflexion, c'est les flux physiques. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour ce retour, ce témoignage. Merci à vous et aux deux précédents intervenants. N'hésitez pas à tous à poser vos questions. Merci aussi pour les retours de réponses. Et puis pour finir, donc je souhaitais indiquer à tous que vous pouvez bien sûr revenir vers nous ou contacter directement les différents intervenants. Et puis, il y a une question pour vous. Oui. Sachant que vous savez, si vous deviez lancer Insect aujourd'hui, feriez-vous quelque chose de différent en termes d'impact? Alors, ça très clairement, on a déjà changé notre raison d'être.
Au début, on était sur c'était donc 2010-2011. C'est le moment où la FAO avait sorti son rapport sur on va être 10 milliards et on ne sait pas comment nourrir tout le monde avec le système agroalimentaire d'aujourd'hui. Donc, au début, l'insecte, c'était la raison d'être, c'est de nourrir le monde, toujours, mais c'était nourrir le monde dans le sens où on va être 10 milliards et on va faire plus de protéines absolument parce qu'il faut nourrir 10 milliards de personnes. Là, aujourd'hui, la différence, c'est que finalement, c'est plus souhaitable qu'on soit forcément 10 milliards. En tout cas, on ne le prend plus comme un objectif. Ce qu'on veut maintenant, c'est nourrir le monde durablement. Donc ça, c'est déjà un switch qu'on a fait. Alors, est-ce qu'on aurait été capable de le faire en 2010 Je ne sais pas, parce que c'était une autre époque, ce n'était pas le même monde, hein, on change dans un monde qui change. Mais en tout cas, ce qu'on s'est doté, c'est d'une gouvernance qui est capable de changer dans un monde qui change. C'est-à-dire qu'on ne considère pas que notre raison d'être et nos valeurs, c'est des choses qui sont gravées dans le marbre, qui ne changeront jamais. Moi, aujourd'hui, j'ai 36 ans, j'ai fondé la boîte, j'avais 25 ans. Personnellement, je ne suis pas le même et je ne vois pas pourquoi la boîte et le monde devraient l'être. Donc, ça, c'est des réflexions, de gouvernance. Moi, un sujet qui est une délimitation de n'importe quelle industrie aujourd'hui, hein, c'est toute la dépendance au numérique, à l'informatique, qui est une vraie faiblesse des modèles, hein, surtout dans le monde instable qui se prépare tant géopolitique que climatique. Ça, c'est des vrais sujets de réflexion. Donc, comment on peut faire des choses qui sont plus résilientes de ce côté-là, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup en ce moment dans les designs de nos futures usines. En effet, merci beaucoup pour ce retour. Résilience et adaptabilité, outils numériques, c'est vraiment toute la question du jour. Merci beaucoup, Jean-Gabriel, pour ce témoignage. Merci à tous les intervenants et aux présentateurs. Et je vous propose, pour conclure, de regarder le dernier témoignage de Rachel Colby. Et c'est Annabelle qui va pouvoir le diffuser. Et vous pourrez bien sûr nous adresser les questions dans la conversation que nous retransmettrons à Rachel Colby, qui est donc directrice RSE au sein du groupe InVivo. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis Rachel Colby Semoun et je suis là pour parler de InVivo et en quoi on est une société à mission. Je suis en charge de tout ce qui est développement durable pour le groupe. Brièvement, qui est InVivo? InVivo, et depuis l'acquisition du groupe Soufflet à la fin de 2021, nous sommes un des premiers groupes agricoles européens avec 6 grands métiers: l'agriculture, la malterie, meunerie, boulangerie, jardinerie, négoce et vin. Et on a décidé de devenir une société mission en 2020. Alors, ce choix est issu de notre stratégie d'entreprise qui s'appelle 2030 by InVivo, que nous avons co-construit avec beaucoup de parties prenantes différentes tout au long de l'année 2019 pour sortir 3 grands axes stratégiques: devenir une référence mondiale des solutions innovantes et numériques qui améliorent la compétitivité, la sécurité et la qualité des productions végétales et animales, tout en préservant la planète, investir dans les métiers de l'agriculture, de l'alimentation du futur pour créer des champions disposant d'une taille critique et des marques à vocation mondiale, et contribuer à la croissance économique et au rayonnement de l'agriculture, de l'agroalimentaire français dans le monde. Et pour bâtir cette stratégie, mais vous l'entendez peut-être déjà bien dans la façon que les axes ont été écrits, on a le parti pris de mettre le développement durable et la responsabilité sociétale de l'entreprise au cœur de la manière que nous nous prenons sur ces différents axes. Et en gros, c'est pour dire que la RSE doit innerver toutes nos activités pour toujours poursuivre un objectif de triple performance, c'est-à-dire une performance qui a un impact positif à la fois sur l'économie, la société ou le social et l'environnement. Et donc, ce qui nous semble très important et notre leitmotiv, c'est que une société à mission, c'est la cohérence entre la stratégie et la RSE. Et donc, on a ici cette idée d'avoir une colonne vertébrale qui fasse de la raison d'être, des missions qui en découlent, la stratégie qui opérationnalise finalement ce qui sont ces raisons d'être et missions, avec le RSE au cœur, que ça soit en termes de ressources humaines, opérations, produits et services, distribution
innovation, communication, entre autres, où chacun doit avoir un plan d'action avec bien sûr tout un pléthore d'acteurs internes et parfois avec l'extérieur, avec nos parties prenantes, pour travailler, mais ça doit toujours avoir ce raisonnement et cette cohérence avec l'ensemble. Donc nous, notre raison d'être, c'est de favoriser la transition agricole et alimentaire vers un agrosystème résilient. InVivo relève ce challenge en déployant des solutions et des produits innovants et responsables, en ligne avec les principes de l'agriculture régénératrice, au bénéfice des agriculteurs et des consommateurs. Donc ici, vous avez donc notre vocation et des éléments qui vont structurer les missions que nous allons mettre en œuvre. Et en dessous, du coup, pour que la RS soit un moteur et levier de performance, on dit que notre politique, c'est d'impulser cette transition que je viens d'expliquer vers un écosystème résilient, mais pour que cette transition ait un impact positif, comme on disait, donc impact positif, c'est-à-dire le triple performance, vous voyez bien la cohérence, que ce soit pour l'environnement. Donc, certes, pour réduire déjà les impacts de nos propres opérations, mais surtout concevoir et développer des offres à impact positif. La société pour contribuer à la performance économique durable des territoires et rendre accessible cette offre responsable. Et en social, en interne, faire de nos collaborateurs nos meilleurs moteurs de progrès et vis-à-vis de nos parties prenantes, de faire du dialogue pour toujours créer un levier de développement responsable et co-construit avec l'intelligence collective. Et donc, vous voyez donc notre SAM, Société à mission, notre RSE, et puis les fondamentaux qui vont sous-tendre ce qui doit être notre offre qui va prendre une partie de plus en plus importante dans notre portefeuille d'offres entier. Et donc, c'est les principes d'agriculture régénératrice avec le zéro résidu de pesticides, de contribuer à la neutralité carbone, de préserver et régénérer les sols, de restaurer et valoriser la biodiversité et de diversifier, augmenter les revenus des agriculteurs. Et ce qui va sous-tendre notre offre à impact positif. Et donc, si je vous donne quelques exemples très concrets sur quoi on travaille, il y a, et ce lien avec aussi la bioéconomie, pourquoi nous sommes tous réunis aujourd'hui, c'est déjà d'abord les bio-entrants, évidemment. Nous investissons énormément et nous avons maintenant un métier dédié qui s'appelle BioLine AgroScience qui va travailler beaucoup sur le biocontrôle, mais pas que, on va aussi travailler sur les biosolutions, des biostimulants, tout ce qui va permettre à vraiment garder une compétitivité en termes de rendement, mais qui va avoir finalement un effet plus positif sur l'environnement et aussi sur le social par rapport à tous les co-bénéfices qui en découlent. On travaille aussi l'agriculture de précision, où là, on va avoir une approche par rapport à l'agroécologie pour arriver à produire les différents types de cultures, que ce soit pour l'alimentaire ou non alimentaire, mais toujours dans cette optique de compétitivité, mais aussi où on va partir du sol, s'assurer de cette restauration, régénération du sol et sa capacité à bien permettre cette compétitivité tout en gagnant des co-bénéfices pour le carbone, la biodiversité, les cycles d'eau, la réduction des intrants, etc. Et BAP très spécifiquement, en fait, l'idée, c'est qu'on utilise ce savoir-faire pour pouvoir réduire un maximum les entrants pour n'utiliser que le dont on a besoin au bon moment, quand il faut, au bon lieu, y compris à l'interparcelle. Donc voilà, on va apporter cette précision. Carbon extract, là, ça va un pas encore plus loin pour arriver à avoir vraiment les diagnostics de carbone et puis de pouvoir simuler quels seraient les leviers à mettre en œuvre, que ce soit des couvertures au sol, que ce soit une diversification des rotations, que ce soit à minimiser le labeur, etc., pour vraiment arriver à générer des services écosystémiques. Donc, évidemment, vous entendez bien le carbone, donc ça veut dire que ça va permettre à pouvoir émettre des crédits carbone, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les sols, la biodiversité, le carbone aussi évité, en plus d'être séquestré, et les cycles d'eau. Donc à chaque fois, on cherche à vraiment avoir cette triple performance.
Et notre aspect de bioéconomie, souvent, c'est tout ce qui est agri-énergie. Et InVivo travaille sur l'agri-énergie depuis un certain temps. Donc, notamment, on est positionné sur l'agrivoltaïsme. Et vous le voyez à gauche dans la photo, avec des panneaux verticaux qui vont être espacés suffisamment bien pour pouvoir laisser passer les engins agricoles afin de maximiser les productions mais de biomasse et maximiser la production de l'énergie renouvelable. De côté droite, il y a des exemples de biogaz. Je n'ai pas le temps de rentrer trop dans les détails, mais en tout cas, on sait on travaille avec les équipes pour voir en quoi la biogaz et les méthaniseurs deviennent un levier de performance dans la transition vers l'agroécologie, que ce soit en termes de cultures intermédiaires à valeur génétique qui peuvent s'insérer dans cette diversification de rotation de l'agroécologie ou de l'agriculture régénératrice qui est si importante pour nous, et aussi la façon de gérer la remise en matière organique dans les sols qui vont avoir un effet bénéfique, notamment avec le digestat. Et on va aussi avoir la capacité de mieux gérer des flux des effluents, justement. Et ça, donc, ça va également aider à éviter certaines pollutions de l'eau. D'autres exemples sont aussi dans la viticulture, où on a par exemple le Château Maris qui travaille avec nous et notre activité wine qui s'appelle Cordier by InVivo, où on a ce vignoble qui avance d'ores et déjà avec des principes d'agriculture régénératrice et où il va jusqu'à avoir par exemple son bâtiment de vinification qui est fait en bloc sourcé par la biomasse, qui va avoir quand même des effets très intéressants en termes de réduction de besoins en énergie, une meilleure respiration, qui va être lui-même du coup le bâtiment positif parce qu'il est puits de carbone. Donc, on voit comment la bioéconomie peut être vraiment extrêmement vertueuse, en plus du fait que ça répond bien aux attentes des consommateurs. Et à droite, on a un de nos projets internes qui se nomme Terra 360, où c'est un projet de transition pour travailler sur comment on arrive à améliorer les productions, les services écosystémiques dont je parlais tout à l'heure, et puis même utiliser en économie circulaire différents types de déchets pour les valoriser pour d'autres filières bas carbone et nature positive. Troisième exemple, c'est avec notre activité de retail, où à gauche, on voit un exemple des terreaux qui sont faits donc désormais avec énormément d'attention, que ce soit dans le sourcing, les origines, la manière qu'on le construit, la manière qu'on l'emballe, la manière qu'on le distribue. En fait, chaque aspect va vraiment être travaillé minutieusement pour arriver à avoir un impact positif avec cette nouvelle marque InVivo Nous on s'aime. Et notre marque Cultive, que Retail a aussi lancée il y a 2 années maintenant, où on a des cosmétiques et des compléments alimentaires qui sont certifiés bio et vegan. Ils sont fabriqués en France et ils s'appuient, donc vous voyez ici le melon, le betterave, les épinards, etc. Ça va utiliser donc des différents produits agricoles à plus petit volume, bien sûr, mais ça fait donc une diversification et augmentation des revenus des agriculteurs pour donc toute une autre forme de bioéconomie. Et avec ça, j'ai terminé pour vous montrer donc en quoi InVivo est une société à mission et ce que ça veut dire par rapport à la manière que nous travaillons la RSE, qui bien sûr inspire le ESG, mais qui est vraiment dans cette optique de levier de performance où on voit tout notre modèle d'affaires et les offres, notre portefeuille d'offres à faire évoluer pour que tout ça soit totalement synergétique avec notre société à mission et énormément co-construit avec plein d'acteurs extérieurs, parties prenantes de cette transition. Je vous remercie. Voilà, merci. Alors, nous nous excusons de la part de Rachel Colby qui, du coup, comme vous l'avez peut-être entendu, est retenue dans les transports.
voilà, et qui n'a pas pu intervenir comme elle le souhaitait. En tout cas, je remercie l'ensemble des intervenants et participants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les adresser et nous pourrons bien sûr vous transmettre par la suite les coordonnées des acteurs que vous souhaitez contacter et potentiellement aussi une trace de cette matinée webinaire sur la RSE. Voilà, n'hésitez pas à nous transmettre vos questions et merci à tout le monde. Je vous souhaite un bon appétit. Et j'espère que cette matinée a été riche en informations et a permis de nourrir vos aspirations RSE. Merci beaucoup, Ingrid. Merci beaucoup à tous. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.